Eh bien, bonjour à tous et puis bienvenue donc, pour cette nouvelle session de la conférence intitulée Energy Communities for Collective Self-Consumption Framework Practice. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons une séance intitulée From Tool Development Spreading to Living Projects. Donc, on a trois interventions extrêmement intéressantes d'initiatives qui ont été faites par des acteurs du terrain, par des chercheurs, et on espère que cette session donc sera aussi intéressante que les précédentes. Donc, moi, je suis Frédéric Wurth, je suis directeur de recherche au CNRS et je co-dirige le programme EcoCESA, qui est un des co-organisateurs de ce séminaire. So, hi to everybody. Welcome to this session of the webinar Energy Communities for Collective Self-Consumption. Today we have a session entitled From Tool Development to Spreading to Living Projects. We have three interesting contributions. I am Frédéric Wurth, senior researcher at CNRS, and I am involved and I am leading the EcoCESA project, that is one of the organizer of this conference. We will have three speech, and after that we will have the discussion with Professor Stéphane Genoux from HES SO in Switzerland. So let me now introduce Renaud Dachouf, who is a member of the Cluster Tweet, which is an initiative in Belgium to develop, which is an organization on which has an initiative for developing energy communities. So please, Renaud Dachouf, it's now to you to present you our presentation. Donc, merci à tous, merci aux organisateurs de m'avoir permis de ici présenter un petit peu ce qu'on a fait, nous, donc ici en région Wallonne, sur les communautés renouvelables. So, I'm sorry for the English speaker, I will do that in French, it's easier for me, but do not hesitate to ask a question in English afterwards. I can also, I will try to respond to that. Donc, ici, en région Wallonne, les communautés d'énergie renouvelable se développent comme partout en Europe. Et je vais vous montrer un petit peu notre manière, en tout cas la manière avec laquelle on a un peu essayé d'encadrer certaines initiatives. Donc voilà, je m'appelle Renaud Dachouf du Cluster Tweed. Donc Cluster Tweed, bon, c'était un peu atypique, je pense, c'était un cluster d'entreprise à la base. Un cluster qui vise donc à regrouper ses membres, à les organiser, à stimuler eh bien, les échanges entre eux, de manière à ce que eh bien, des projets puissent se monter, des projets d'investissement, pour essayer que le secteur se développe. Alors, on a un cluster actif dans l'énergie renouvelable, dans différentes filières de l'énergie renouvelable, de plus en plus appliquées. Hein. Donc avant, on était très vertical, éolien, photovoltaïque, biomasse. Maintenant, on est vraiment par intégration. Et évidemment, dans ces intégrations-là, dans ces secteurs en plein essor, les communautés d'énergie eh bien, occupent à peu près 80% de notre temps actuellement. Donc, on a vraiment quelque chose qui se passe là pour l'instant, et on a vu que bon, on n'était pas les seuls, évidemment, en Europe. Alors, bon, premièrement, pour situer un peu le contexte légal en région Wallonne, on a un décret donc, qui est sorti parmi les premiers hein, des régions européennes, on s'en vantait un petit peu en 2019, ce décret qui permet de transposer partiellement la directive Renewable Energy Design 2018-2001 qui eh bien, pose les bases des futurs échanges des communautés d'énergie renouvelable. Donc, voilà, on sait bien que ce n'est pas complet. Il y a d'autres modes de partage d'énergie qui sont aussi à venir et qui permettront d'autres types d'échanges et d'autres opérateurs. Donc, c'est un décret très spécifique qui est assez contraignant, mais qui n'est pas encore complet. Donc, on attend en région Wallonne encore eh bien, les arrêtés d'exécution du gouvernement wallon qui vont venir un peu compléter ça. Et donc, ça veut dire que tous les cas actuellement sont des dérogations du régulateur. Donc, tous les cas pilotes qu'on observe sont des dérogations. L'effet qu'a eu la sortie de ce décret était énorme. Donc, on a vraiment senti que
le secteur est rentré en ébullition. Donc, que ce soit les acteurs privés, évidemment, les entreprises, que ce soit les... Je vais voir si c'est peut-être le pointeur. Hop, je vais voir si je peux... Hop. Voilà. Donc, les acteurs privés, les centres de recherche, les universités ont commencé à proposer des services, des nouvelles solutions, des développements, des nouveaux projets de recherche. Et donc là, on a vu l'engouement qu'avait en tout cas le marché par rapport à la demande qui allait se créer derrière. Et donc, on s'est dit, en tant que cluster d'entreprise, qu'est-ce qu'on ferait bien? Eh ben, est-ce qu'on n'essaierait pas de structurer un peu tout ça pour ne pas qu'il y ait des redondances et pour essayer que les énergies eh ben, se mettent ensemble et ne soient pas en tout cas en train de se tuer l'une l'autre et d'aller vers quelque chose qui risque de faire perdre du temps. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, ben, tiens, on pourrait essayer de structurer un appel à projet. Donc, on s'est basé sur les mécanismes existants, on s'est associé avec le pôle de compétitivité Mécatech, on a lancé un appel à projet, c'était un succès, évidemment, c'était vraiment chouette. On a eu une vingtaine de lettres d'intention qu'on a pu organiser, on a pu essayer de supprimer les doublons, d'essayer de renforcer les doublons, on a essayé de compléter et de mettre ensemble certaines parties de projets qui auraient du sens et de la cohérence d'être ensemble. Et donc, hors de ces 20 lettres d'intention, eh bien, on a organisé une première guidance qui nous a amené à une dizaine de projets qu'on a commencé à monter. Donc, dès le départ, les projets ont été mis en interfaçage avec les autorités, avec le régulateur wallon, hein, donc il y a quand même une place, un rôle à jouer assez conséquent, qui est la COP. On a essayé de prévoir des synergies entre les projets, donc ceux qui développent un outil de type intelligence EMS ou autre, et puis un autre projet qui vise à développer des nouvelles clés de répartition dynamique, eh bien, et la facturation qui va avec, eh bien, on a essayé de goupiller pour qu'il puisse y avoir des échanges entre les différents projets développés. C'était pas toujours très simple, mais surtout, on a réussi à le prévoir suffisamment à l'avance pour qu'on puisse, in fine, eh bien, avoir une bonne vision des outputs des projets. Et donc évidemment, nous, en tant que custer aussi, on essaie de communiquer un maximum vers le marché par rapport à tous ces développements. Et donc, on a commencé à structurer nos projets. Donc, on a des projets, donc au-delà des 20 projets qui ont été menés, on a une dizaine qui ont été construits, on a une dizaine, pardon, de projets qui ont été construits à partir de 20 qui ont été déposés, des idées qui ont été déposées. On a ensuite 4-5 projets qui ont été validés. Alors à ce moment-là, je dis 4-5 parce qu'il y en a un qui est toujours en attente par le gouvernement. Et donc, ils sont hubés sur la page web riwallonia.be. Donc là, vous pouvez les consulter avec les différents acteurs et vous pourrez voir un petit peu tout le détail. Je vais peut-être juste ici, pour situer un peu le contexte, en tout cas scientifique et de recherche, en citer quelques-uns. Et donc, ce sont beaucoup de projets industriels. Hein. Donc, voilà, nos membres sont des membres actifs dans l'industrie. Je pense qu'il y a eu vraiment un engouement pour les communautés renouvelables appliquées au secteur industriel. Et donc, on a notamment des outils d'Energy Management System d'EMS développés ici via le projet Merigri avec l'ULG en majeure partie, différentes unités. On a des projets qui visent à organiser et à proposer des outils de répartition eh bien, de différentes unités de mobilité renouvelable avec un système de stockage, des nouveaux convertisseurs. Et donc ça, c'était assez innovant plutôt sur le business model. On a des projets qui développent des outils qui permettent de simuler, de dimensionner, d'anticiper certains flux dans les futures communautés, donc avec notamment le projet Interest qui vise à vraiment objectiver les volumes de stockage, les types de technologies à implémenter sur base d'un profil assez précis eh bien, de besoins d'énergie par rapport à une flotte de mobilité, par rapport à un bâtiment, par rapport à une entreprise. Et donc tout ça donc mis ensemble dans le logiciel. Le projet Intexever, qui est un des premiers projets ici qui va sortir dans les prochains mois à Liège, qui est un gros projet qui vise à mettre en relation des entreprises du parc industriel des Hauts-Sarts avec plusieurs livrables, dont un outil de dimensionnement eh bien, industriel, alors à ce moment-là, des futures communautés, avec d'autres outils de gestion des communautés, avec des outils de facturation, et donc voilà. On a le projet Miracle, qui se fait aussi à Liège,
qui est un projet qui est assez innovant sur la proposition, dans les préétudes qu'ils ont présentées, ils ont montré l'intérêt d'utiliser un réseau continu. Et donc voilà, on économiserait jusqu'à 20% d'énergie si on pouvait faire ces échanges, non pas en alternative, mais en continu. Voilà, le projet lancé, c'est parti. Puis d'autres projets, PEPS, donc, qui remet en question, qui remet au goût du jour, en tout cas, le pompage-turbinage en région wallonne, avec de nouveaux business models, et des projets liés avec des coopératives citoyennes et l'hydrogène ici. Donc, ces différents projets nous amènent des nouveaux business models. Et donc, évidemment, bon, nous, on s'est dit, ben tiens, on va, en tant qu'hélicoptère et que cluster un peu transversal sur tous ces projets-là, avec une vision qu'on essaye d'avoir le plus complètement possible sur les différentes initiatives. Hein. La Wallonie, c'est pas très grand, donc c'est peut-être plus facile aussi à notre échelle. Eh bien, donc, on a vu effectivement ben, que l'importance d'avoir la demande derrière qui peut valider les différentes offres. Et puis on s'est dit, bah oui, donc finalement on a le cadre légal qui a suscité l'intérêt et donc une certaine offre de service, la demande qui est là pour valider cette offre de service, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi un peu se tracasser de l'intérêt par rapport au cadre légal directement de la demande et profiter des inputs de la demande, donc des utilisateurs finaux, pour constituer ces arrêtés d'exécution, donc ce texte légal qui est en construction actuellement. Eh bien, voilà, on s'en est rendu compte, peut-être un petit peu tard, hein, on est un petit peu le nez dans le guidon avec nos développements scientifiques et technologiques, mais on trouvait en tout cas que c'est très important de partager un petit peu ce frein-là, cette contrainte, et en tout cas ce souci qu'on n'avait pas anticipé dans notre développement, puisque effectivement, ben, on s'est rendu compte que la validation était très importante pour le projet de recherche. Donc, la demande a son importance par rapport à cet aspect-là. Les pilotes sont là pour valider techniquement ce qui est développé. Mais surtout, on a besoin d'avoir eh bien, l'aspect sociologique et l'aspect humain pris en compte dans les différents mécanismes technologiques qui sont présentés. Et donc, on a besoin d'intégrer la partie humaine dans les développements, et donc intégrer les cellules de recherche comme celle de l'ULB par exemple, en amont des projets pour voir si les solutions qui sont développées collent avec les besoins et les attentes, la compréhension aussi des utilisateurs. On a besoin d'avoir des living labs pour essayer de structurer un petit peu, pour essayer d'avoir des retours plus macro et plus long terme sur des mises en place effectives de solutions. Et donc ceci ici, eh bien, on avance. Donc, le gouvernement, le ministre de l'Énergie actuellement, est en train de structurer la possibilité de pouvoir lancer des living labs sur les communautés. On est très très content. Évidemment, on soutient ce projet à demain. La troisième chose sur l'aspect demande, dont on s'est rendu compte qu'il était important d'y penser suffisamment en amont, c'est le potentiel de développement. Pouvoir avoir une bonne idée de, eh bien, ok, les conséquences et les impacts pour l'environnement, pour le réseau, pour la sociabilité, pour la société en général, qu'auront la mise en place de ces différents business models de communauté et d'autres modes d'échange, hein, dans l'autoconsommation est un aussi. Et donc, des études macro sont importantes, qu'on puisse voir quel potentiel, qu'est-ce qu'on a en fait comme potentiel en région wallonne. Et puis au-delà de ça, il faut une collaboration entre les différents stakeholders, donc les gestionnaires de réseau de distribution, le régulateur, le pouvoir exécutif, l'administration de l'énergie, donc qui est en charge de la rédaction de ces arrêtés, ces décrets, pour pouvoir essayer de faire ce ciment et d'essayer d'avoir cette synergie, cette trinité-là entre l'aspect légal, l'offre et la demande. Et puis ensuite, je pense qu'il sera essentiel d'avoir une bonne communication vers les utilisateurs. Ça, c'est clair. Mais bon, là, on fera ça une fois qu'on aura en tout cas un cadre un peu plus précis pour être certain que la compréhension soit bien efficace. Voilà, donc ici, je passe assez rapidement, je vois tous vos messages sur le côté, on pourra peut-être en discuter après. Les slides seront, je pense, aussi publiés. Et donc ici, on a, donc c'est mon dernier slide, on a essayé de synthétiser un petit peu cette vision transversale, cette gestion de tous les projets et de tous les aspects des développements autour d'un projet qu'on a appelé CERAC. Donc c'est un projet, ce n'est pas un projet subsidié, c'est pour l'instant en tout cas
pas totalement. C'est pour l'instant une conception sur laquelle on s'appuie pour proposer et pour discuter avec les différentes instances. Donc, on a clairement cette manne de projets qu'on a développé ensemble avec Megatech, qui fonctionne, avec des prototypes, avec des choses qui vont en tout cas être mises en place dans les prochains mois, prochaines semaines, auxquelles on essaie d'adresser transversalement des questions importante. La tarification est une des clés, je pense, des différentes des différents textes légaux en cours de rédaction. On a la sécurité de l'info, on parle beaucoup d'intrusion aussi dans la vie privée. Il y a l'aspect comportemental, ça on en a un petit peu parlé encore aussi. Eh bien, cette manne de projets permettrait, via des comités transversaux spécifiques de ce côté-ci, donc en amont, donc côté technico-économique, de pouvoir avoir une synergie entre les différents projets, donc retour d'expérience, validation interprojet, des échanges, de pouvoir mutualiser certains efforts aussi parfois qu'il faut pouvoir faire. Et puis de l'autre côté, donc l'aspect plus légal, voilà, les gestionnaires de réseau de distribution concernés, le régulateur concerné et la région wallonne, pouvoir ici aussi instaurer un espèce de comité de pilotage, un comité en tout cas de stakeholders qui a une vision sur les deux côtés. Les retours des projets, avec pourquoi pas une possibilité de pouvoir poser des questions au projet et se dire, tiens, moi je pense à mettre ce mécanisme-là en place, quel est le retour de vos business cases, est-ce que le business model tiendrait la route à l'échelle de la région wallonne, et donc là on pourrait facilement aussi les alimenter, je pense qu'ils sont demandeurs. Tout ça de manière à pouvoir avoir alors à ce moment-là un cadre incitatif adopté. Donc voilà, le deadline c'est pour le juin 2021, et pouvoir alors à ce moment-là avoir des possibilités d'effectivement déployer à grande échelle via l'information et une sensibilisation les différents modes d'échange qui permettront finalement, notre but c'est quoi? C'est d'avoir un maximum de capacités renouvelables et d'autoconsommation évidemment liées à ces capacités renouvelables en région wallonne. Donc voilà, je pense que je suis plus ou moins à 15 minutes. Donc c'est un peu ce qui est décrit ici. Donc on va dans la méthode organiser un mapping, donc des différents acteurs avec ce qu'ils peuvent faire, qui, comment, pourquoi. Donc vraiment avoir une espèce de bibliothèque la plus complète possible, en tout cas des propositions publiques, privées et des différents produits. Une bonne coordination, une synergie des développements et une espèce de boucle rétroactive entre la succession des développements et alors à ce moment-là aussi le lien avec le gouvernement pour pouvoir alors implémenter les différents projets. Voilà, merci à tous et merci aux organisateurs pour ce bel événement. Merci M. Dachouf pour ce témoignage très intéressant des activités menées dans le cluster Suède. Thank you, Mr. Dachouf, for this very interesting feedback of your initiative in the Tweed cluster. Now I will introduce the next paper entitled Explorations on Motivating Microgrid Users to Optimize Self-Sufficiency. This paper will be presented by Fouad El Gouari and Sophie Nystrom. So it's now to you. Thank you. All right, so my name is Fouad and I'm a PhD student at the Department of Industrial Engineering and Management in Uppsala. And my name is Sophie Nyström and I am a researcher at RISE Research Institutes of Sweden. And we're going to talk to you about some of our findings in explorations on how to motivate users to optimize self-sufficiency in the microgrid. So we do this by looking at a specific case, and I guess we start with our empirical case here. We have a microgrid that consists of 4 residential buildings, apartment buildings, and it's shown in the ring here. And this is set to be extended to a set of what we call non-residential buildings, a preschool, an elderly home, a group home, and a caretaker's office. And so all these buildings are owned by a housing agency. And this housing agency has invested in both the microgrid and in an array of solar panels. And it has a vision to have this setup be entirely self-sufficient in the future, fully reliant on PV electricity. So Sophie and I, among other researchers, were invited both to study this microgrid, but also
to come up with a proposal on how we can increase self-consumption in the microgrid. Yes, so our task with our research was to explore first the power flows in the microgrid and secondly the user's understanding of it. And we wanted to do this in order to be able to develop a proposal for fostering user engagement and encourage self-consumption. So what we did can roughly be divided into two phases. The first being an exploratory phase where we investigated the microgrid's power flow and its users. And the power flow analysis was done using electricity data aggregated on an hourly basis to generate load curves for the consumption, the PV production, and the export for each actor. And so to explore users' attitudes towards the microgrid, we also created two design interventions that can be regarded as conversation tools or probes. And they were used to explore tenants' thoughts on flexibility, how a microgrid system can be communicated to them, and what potential there is for user engagement. So in the second stage, we acted on these findings and tried to propose ways to engage the microgrid's users in ways that could increase the microgrid's self-consumption. So to that end, we proposed a price model and a communication platform. So this is the first design intervention, which was the microgrid toolbox. It consists of a suitcase that shows a miniature model of the 4 tenant buildings, the substation that contains the battery, as well as the assisted living facility or group home. And several parts of the suitcase can be played with or moved around, like the sun traveling along a steel wire and energy flows that can be explained through wires connected to the solar panels, the buildings, the battery, and the external grid. There's also a blackboard in the other half of the suitcase that can be used for writing and putting up icons. So the suitcase was used during the official inauguration to discuss the project with the visitors, but also when the tenants arrived home to have short and non-intrusive encounters with them. This is the second design intervention, which is the board game. We created it to be used during a focus group with tenants and representatives from the municipal actors that were to be a part of the microgrid. And the purpose of the focus group was to explore when it would be beneficial to shift usage of electricity, the willingness to make such shifts, and what would be needed in terms of compensation or feedback. So the participants would get access to their average daily energy profile, then write down their energy demanding activities during a regular day. And in order to cover their energy needs, they would need to either get the energy from the solar panels, the battery, or the grid. And we then played the game through 3 rounds that corresponded to the current setup, which only had tenants in the microgrid and a lot of import and export. When the microgrid would be expanded to include the other buildings, which means more energy units that can be shared. And third, the round would be how it may look like in the far future. So in terms of the results of the power flow analysis, our first finding was that all the different buildings actually have different load curves, which is advantageous for a microgrid because their peaks and troughs don't coincide. So if we think of merging these profiles together, we would get a more evened out load curve for the microgrid. But our second finding was that there's a substantial level of asymmetry between these buildings. In the graph here, they're not set to the same scale. If we pin the same y-axis, we get graphs that look like this, actually. And what's happening is that one building in particular, the elderly home, has a level of consumption that far outweighs all the other buildings combined even. And this is important because it means that in our specific context, the microgrid is unbalanced. So that's for the consumption in the microgrid. When we look at the amount of PV electricity being generated, we see that there's 2 sets of buildings that we call it grid loss. They're losing their PV electricity to the grid. And this usually happens during the summer months. They lose up to 40% of their power to the synchronous grid. And if we combine that with the findings on the previous slide, what would happen if we merge all these buildings together in a microgrid was that we would automatically get a self-consumption rate of 100% without any intervention, without any interference, strictly due to the fact that the elderly home's consumption would just absorb any excess PV. But of course, our explorations didn't end here because if the housing agency acts on its commitment
of 100% solar energy, then they need to drastically scale up their capacity. And then this problem of self-consumption would just reappear at a future point in time. Yes, so for the qualitative findings from using the design interventions, people were generally quite aware that they live and work in passive buildings. Tenants mentioned, for example, that passive buildings is unique, and one tenant felt proud of living in a passive house. Both tenants and most public actors were also aware that there were solar panels on the roofs. But in contrast, no one that we spoke to knew that there was a microgrid, and this was not something that had been communicated. So the public actors did also not know that there were to be a part of this microgrid, as illustrated by the quote to the upper right. One actor also thought that they had a battery when this was not the case. So tenants and actors also shared their thoughts and conceptions around their energy usage. For example, the municipal actors described when they thought that their peak appeared during the day, which mostly coincided with cooking food for lunch. And one tenant had learned previously that she should turn on the dishwasher in the evening and was surprised to hear that it might be better to do so in midday when you have solar panels. So both the elderly home and the group home also reported that they need to be able to adapt to their residents' daily condition, and they did not think that the residents would be particularly interested in some kind of energy intervention. And the caretakers also had some thoughts on the self-sufficiency goal of the project, as illustrated in the quote to the bottom right. So in all the public actors' buildings, they did not get any energy bill as of today, since the bills go directly to another part of the municipality. That means that they get no feedback. So it was therefore difficult to talk about potential feedback also with tenants, since no one knew that they were a part of a microgrid. And some interest was expressed by few about, for example, learning about the amount of kilowatt hours produced or the environmental benefit of living in an apartment like theirs. And lastly, we also saw a strive for a sense of community, both from the housing company who wished for the project to be anchored with the tenants, and also from the elderly home that expressed a wish to open up their building and be a central part in the community through, for example, exhibitions or activities. Right. So based on all these findings, our task in the project was to propose ways to foster user engagement in the microgrid with the goal of self-consumption. And so we had to think about ways of how to communicate to the users. And of course, pricing is a natural candidate for that, because for a lot of people, it's the only point of contact they have with their electricity use. They use it throughout the day, whenever, but it's really when they read their bill at the end of each month, if they read their bill at the end of each month, that they can reflect on past usage. And of course, this idea isn't new. Pricing is central to demand response and demand side management. But what is slightly different in our case is that the price model we propose is internal and revenue neutral. And what we mean by that is that we do not talk about altering or changing the prices set by the electricity providers and the distribution system operators. What happens today is that the housing agency gets a bill from the electricity providers, and it pays on behalf of all the buildings, and then it has to recuperate these costs somehow. And it's free to do that as it wants. It can include it in their rent. It can give the same kind of billing structure. It can give a flat rate. So all we talk about is, or what we propose is to redistribute how these costs are divided inside the microgrid. That's what we mean by internal. And then by revenue neutral, we just mean that at the end of each month, the housing agency still has to pay the same bill to the electricity providers. So that has to remain the same. The housing agency can't profit or lose due to the new pricing model. So when we look at the pricing model that's in place today, we see that there's a discrepancy between what the housing agency pays and what the users in the grid pay. The housing agency pays according to what's shown in the blue bars, a varying cost that changes by the hour. But then instead of passing along these costs to the users, they kind of just average it out at a flat volumetric rate shown in red. And this is what the users pay. And this is problematic for a lot of reasons that don't have the time to get into in detail. But the bottom line is that what this represents is the blockage of price signals coming in from the market. Users have no incentive to think about or reflect on their electricity, let alone even consider things like load shifting.
And that's kind of the problem we try to address in our alternative price models. So one thing you could do is to just say, well, remove the red line. Why don't we just charge people according to the real varying cost of electricity? And that's one way to do it. But if you recall, our goal was to kind of encourage or try to push for self-consumption. And we wanted to kind of incorporate that into the price model. And to that end, we proposed two different price models. The first, we've borrowed the term real-time pricing, is exactly what I described on the last slide, where we would just pass along the real price of electricity by the hour, with an additional caveat that any electricity coming from the solar panels would be entirely free. We would add a factor that would just make that electricity free. And then the second variant tries to go a little further and give a stronger signal. And what we do there is we designate a band of hours called solar hours. We didn't set them, but they could be from 10 to 2 p.m., 11 to 3. That's a choice to be made in the future. And then these hours would cost zero. And that would be regardless of the weather conditions, regardless of how much solar was generated. And then we would then apply a small margin to the price of the other hours to kind of make up for that deficit. And the idea being that users might be able to rely on a fixed band of hours, they might be able to better act on it. So that's the motivation behind the price model. Yes, so from the qualitative insights that was generated by the design interventions, we also developed a proposal of a communication platform, which aimed to provide hourly energy data and prices for users to be able to see their energy production and consumption in somewhat real time. So along the rim of the main island here, you can see either the current energy mix in the microgrid or the prices for different hours corresponding to the price model. So here you see a version with a price model in it. Right. So to conclude, I guess we will list the points that we think are important both in this setting and to the greater context of energy communities. First of all, price signals or pricing. I mean, whether it is a good signal or a bad signal or something in between. In a lot of cases, it's the only signal that people are given as kind of feedback on their energy consumption. And so long as this remains the case, it's important to think about how these signals are communicated and whether they are being blocked. And then that kind of brings us to the next point, which is a trade-off that emerges between cost reflection and the goals of, in our case, a microgrid, but in a more general context, it could be an energy community. We saw that we didn't really just propose getting rid of the block and passing on the market costs. We actively interfered with the prices. We made solar hours free and increased the price of other hours. So that's no longer a pure cost reflection. That's active interference. And so a trade-off has to be made between these two things, being purely cost reflective and then tweaking pricing to serve the interests of a given energy community. Yes, so for the design interventions, they were used as probes to gather insights from the users, but they also functioned as a translating tool for the designers who actually know very little about electrical inverters and DC grids to learn and understand this technical infrastructure and what room that there could be for flexibility and sharing. And we have realized quite early in the project that no one knew about the microgrid. We have also seen that this lack of communication about it probably is the main reason for this deficient awareness. And this stresses the importance to communicate technology that is integrated in walls or buried in the ground. And we are also aware that simply providing energy feedback or other smart metering technologies is not enough to stimulate maybe user engagement, and that this also might be extra complicated with rental apartments. We therefore recommend similar initiatives to work closely with users around expectation and responsibilities and allow for more diverse forms of participation in this type of small-scale energy communities. Thank you. Thank you a lot, Sophie and Fouad. Very interesting presentation, very complementary to the first one with a different point of view, but again, a point of view of real feedback from the field. So now I will introduce the next and the last paper of this session,
entitled Group It, l'appel d'offres groupé, premier pas vers le RCP, regroupement consommation propre. This paper will be presented by Frédéric Revaz. He works as an associate professor at HES-SO in the Energy Management Lab. Frédéric, please, you can start your presentation. Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer à ce séminaire. Thank you for having given me the opportunity to speak here. For English-speaking people, the presentation will be held in French, but do not hesitate to ask questions afterwards. Comme j'ai été présenté, mon nom est Frédéric Revaz, je suis professeur associé à la HES-SO au sein de l'Energy Management Lab, et je m'exprime également au nom de mes collègues Jean-Marie Laurent et Lucien Papillou, ainsi que Stéphane Genoux qui participe aussi à cet événement. L'Energy Management Lab s'occupe principalement d'étudier les éléments économiques pour améliorer l'augmentation de la part de renouvelables en énergie. Lorsqu'on parle, avant toute chose, quand on veut faire des communautés d'autoconsommation, on le fait pour être autonome en énergie, ne plus dépendre du pétrole, c'est un enjeu de société. Mais pour pouvoir le faire, il faut avant tout avoir des sources d'énergie et en général, ce sont des panneaux solaires. On essaye d'augmenter la part des panneaux solaires qui sont posés dans nos pays depuis bien longtemps et on se rend compte qu'il faut certaines conditions pour que ça fonctionne, en tout cas dans les pays qui sont libéraux. Dans l'élaboration de la recherche que nous avons conduite, on est parti d'un constat. La Suisse est en retard sur sa stratégie énergétique 2050. On arrive en 2020 à 83% du but qui était fixé, donc on a effectivement du retard. Nous avons identifié plusieurs contraintes à l'apparition de ce retard. Premièrement, un manque de connaissances et d'outils à la décision qui empêche les clients potentiels de faire le pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur jugement et les conseils des professionnels qui en fait très souvent sont juges et parties puisqu'ils proposent des offres mais ils voudraient bien pouvoir vendre leur matériel. Deuxième point, on parle d'un manque de financement. Même si l'installation est rentable, il est parfois difficile de trouver les quelques milliers de francs qui sont nécessaires à la pose de panneaux solaires et il n'existe pas ou très peu de propositions de crédit qui sont facilement accessibles. Et le troisième point, c'est le manque d'installateurs, mais surtout en fait un manque de méthode chez les installateurs qui ont une politique de prix qui est parfois difficilement compréhensible. Donc on arrive maintenant en fait à notre projet Group It. Quel est ce projet? Nous avons eu au sein de l'Energy Management Lab l'idée de faire un appel d'offres groupé. Donc, le premier but de cette recherche dans l'élaboration de cet appel d'offres groupé était d'identifier et supprimer les barrières qui étaient chez les clients. Dans ce domaine, on a découvert que le manque de connaissances et la méfiance envers les vendeurs qui existaient ont pu être supprimés par l'arrivée de la HES-SO en tant que tiers de confiance qui permet d'apporter dans ce groupe une institution neutre et surtout scientifique. Pour les questions du manque de financement, eh bien, c'est en cours. On peut démontrer qu'une installation solaire est financièrement viable, mais on doit encore travailler actuellement sur le modèle de financement et c'est dans le cadre de nos projets actuels. L'autre barrière qui était supprimée, c'est le manque d'installateurs qualifiés. Et là, ce projet permet d'augmenter leurs connaissances et leur efficacité financière. On en parlera ici. Lorsqu'on a mis en place ces appels d'offres groupés, depuis 2018, on a recueilli 3500 offres et construit jusqu'à présent 400 toits, ce qui est déjà très intéressant. Et l'objet de cette recherche est d'utiliser en fait également les chiffres qui sont une mine d'exploitation à exploiter, une mine d'informations à exploiter pour étudier les différents comportements. Group It met aussi en place un processus
Je vous présente ici le Customer Journey qui est représenté. Je vais faire un petit zoom pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors, donc, il y a plusieurs étapes importantes, hein. Tout d'abord, les clients potentiels doivent s'inscrire en ligne. Du moment que leur inscription en ligne a été faite, eh bien, il y a une première évaluation qui est effectuée et qui va examiner le potentiel solaire et financier. Si on a un potentiel solaire et financier, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Si ces potentiels n'existent pas, je dirais le processus s'arrête. L'étape suivante est de demander une petite contribution aux clients potentiels. On s'est rendu compte que cette étape était nécessaire pour éviter les passagers clandestins. Donc effectivement, on en perd en route, mais on ne garde que les gens qui sont vraiment intéressés. À partir de cet instant, on a une visite qui est effectuée par un expert qui est mandaté par l'école, donc une personne neutre qui va visiter l'ensemble des toits de la même manière. Et à partir de ce cahier des charges qui est établi, on va pouvoir demander aux entreprises de procéder à leurs offres. Et c'est seulement à cet endroit que les entreprises interviennent. Elles ne visitent pas la maison et l'offre est faite sur la base des documents qui sont reçus. Donc, toutes les entreprises vont faire les offres avec les mêmes documents. On donne une contrainte de puissance minimale pour éviter les installations qui soient trop sous-dimensionnées. Et les offres reçues sont triées par performance. Le client va faire son choix à partir de cet endroit. Et du moment que le client a fait son choix, c'est l'entreprise qui va prendre le relais et qui va poser l'installation solaire et qui va la faire fonctionner. Comment est-ce qu'on a pu évaluer l'optimalité des offres? Eh bien, on avait des données qui sont des données qui ne peuvent pas être changées, hein, qui sont la forme, l'orientation du toit, évidemment, et le critère qu'on a donné comme puissance minimale imposée, que l'entreprise peut éventuellement dépasser, bien entendu. Les éléments qui sont libres à discrétion du constructeur, eh bien, c'est la qualité des panneaux, mais surtout, ce qui va changer la donne, c'est l'efficacité de l'entreprise et sa capacité à être, je dirais, bonne pour poser ses panneaux solaires. Effectivement, par exemple, la distance de l'entreprise au toit, je dirais, ou au site d'exploitation va jouer un rôle, puisque plus l'entreprise est loin, plus elle aura des déplacements, et moins elle sera efficace. Comme on travaille sur des appels d'offres groupés par localisation, eh bien, on réunit, je dirais, des clusters dans ces appels d'offres qui sont tous similaires. On se rend compte que quand on fait ces offres, eh bien, puis on se retrouve dans des objectifs qui sont contradictoires. Effectivement, on aimerait avoir une puissance qui est la plus grande, mais plus on aura une puissance qui est élevée, plus le prix sera élevé. Et effectivement, si on veut avoir un prix qui est bon marché, eh bien, on devrait avoir une puissance qui est la plus petite possible, ce qui est l'inverse de nos buts. Donc, on se rend compte qu'on a un front de Pareto et ce qu'on veut obtenir, c'est le plus petit investissement pour la plus grande puissance possible. C'est le graphique qui est présenté à votre droite. On a en abscisse l'investissement par kilowatt crête qui est donné et en ordonnée, on a l'investissement total qui est exposé. Et les entreprises suivent plus ou moins toujours ces mêmes patterns. Plus la puissance est grande, plus l'investissement par kilowatt crête va être faible. Ça, c'est une des métriques les plus importantes qu'on a utilisées pour évaluer l'entreprise, mais pas la seule. Alors, pour évaluer l'évolution de l'efficacité des entreprises, on a travaillé en plusieurs phases. On a effectué d'abord un premier appel d'offres dans lequel plusieurs entreprises ont répondu. On a ensuite donné aux entreprises un retour sur
leur position dans les différents appels d'offres qu'elles avaient effectués, mais on n'a pas donné le prix de la concurrence. Et puis, on a effectué un second appel d'offres, alors sur des objets différents, bien sûr. On a déroulé notre processus à différents endroits, mais on a effectué aussi, utilisé cette opportunité pour effectuer une seconde mesure. Et la qualité en fait de la mesure a été donnée par la corrélation sur la courbe qui a été présentée précédemment. Comme on a des toits de différentes tailles, on doit se retrouver théoriquement, si l'entreprise est efficace, sur une série de points qui vont suivre la courbe précédemment, le front de Pareto, et on a mesuré en fait le R carré, qui est la mesure de la distance à cette courbe. On a utilisé également une référence, une courbe de référence qui nous vient de l'Office fédéral de l'énergie. Il faut savoir qu'en Suisse, on a un site internet avec les valeurs existantes, moyennées et calculées. Donc, on peut considérer que ces valeurs sont un peu âgées, elles ont un peu du retard par rapport au marché, mais c'est quand même une excellente mesure du marché. On a pris l'ensemble de ces valeurs pour tirer une courbe de référence avec notre front de Pareto et on a une corrélation qui est excellente à 0,9992 et on verra par la suite la distance des offres reçues avec le marché actuel. J'en viens maintenant aux résultats. Donc, entre les différents appels d'offres, on a eu un premier appel d'offres qui nous a amené plus de 2000 offres valides qui étaient générées par une quarantaine d'entreprises, un R carré moyen de 0,6, un R carré minimum de 0,2 et un R carré maximum de 0,957. Le deuxième appel d'offres a apporté moins d'entreprises, il n'y en avait que 637 offres et 16 entreprises, et un R carré moyen de 0,7, minimum de 0,5 et maximum de 0,8. On a eu plus d'entreprises qui ont répondu au premier qu'au second. Ça, c'est dû à deux choses. Premièrement, on a perdu un certain nombre d'entreprises dans le processus, mais surtout, le second appel d'offres a impliqué beaucoup moins de toits que le premier. On a effectué également une analyse transversale. Alors, ce n'est pas l'ensemble des résultats que je vous donne ici, c'est plutôt un extrait pour montrer ce qui était intéressant. Donc, on a les entreprises, on va dire, de catégorie A qui sont les plus typiques, typiques de la majorité, avec une valeur qui augmente entre le premier et le second appel d'offres. Une deuxième catégorie d'entreprise qui est typique d'un seuil, où on voit que l'entreprise n'a pas pu évoluer entre son premier et son second appel d'offres. La troisième, alors c'est pas beaucoup arrivé, mais on a eu des entreprises qui étaient excellentes et ensuite qui étaient très mauvaises. Ça, c'est quelque chose qu'on doit investiguer plus en profondeur pour la suite. Et puis, la dernière, c'est aussi un cas qui est assez rare, mais avec un premier appel d'offres qui était extrêmement mauvais et un second qui était nettement meilleur. Là où ça devient aussi très intéressant, c'est que si on construit, en fait, pour toutes les offres qui ont été reçues, le nouveau front de Pareto qui pourrait être généré, eh bien, on se rend compte qu'il y a un décalage de ce nouveau front qui est en noir et qui est décalé vers la gauche. Eh bien, tout simplement, ça montre que l'investissement pour les clients va diminuer d'environ 1000 à 1500 francs par kilowatt crête, donc ce qui est une très très bonne nouvelle. En gros, eh bien, on peut dire que les constats qu'on a, c'est que cette valeur R2 augmente, cette valeur R2 moyenne augmente. Donc, la performance financière ou la création, l'efficacité des entreprises est beaucoup mieux adaptée au marché après le deuxième appel d'offres.
la valeur R carré minimum augmente fortement, donc les mauvaises entreprises s'améliorent beaucoup. Par contre, on a un troisième élément, c'est que la valeur R carré des entreprises qui étaient déjà bonnes va peu augmenter, ce qui montre un effet de seuil. Mais tout ceci montre qu'en général, les installateurs de panneaux solaires réagissent bien mieux au marché après la deuxième offre qu'après le premier appel d'offres. On constate une deuxième chose également, c'est qu'on a une tendance à la spécialisation des entreprises sur des petits, des moyens ou des grands toits. C'est ce qui est montré sur les trois courbes qui sont bleues, vertes et jaunes. On constate que leurs fronts de Pareto sont plus efficaces dans une zone chère, médium ou moins chère. Et pour le marché, on a cet appel d'offres groupé permet d'avoir un prix des offres qui est nettement meilleur. Alors en conclusion, tout cela est encourageant parce qu'on a des prix qui sont moins chers et surtout, on a énormément de confiance qui est donnée à la HESSO en tant que tiers garant. Et puis, c'est un petit pas et on a un potentiel maintenant de massification pour, je dirais, faire migrer ce processus au travers de franchises. Là, je fais un appel à tous les gens qui seraient intéressés à développer ce processus sur leur zone. On est à la recherche de ce genre de clients. Et c'est une pierre, en fait, avec un édifice, mais le lien avec les communautés d'autoconsommation peut se faire maintenant. Maintenant qu'on sait comment mettre plus de panneaux sur les toits, on va pouvoir combiner ça avec les communautés d'autoconsommation. C'est le prochain projet que l'on est en train de développer. On va insuffler ce qu'on a appris pour éduquer les citoyens et les motiver, en leur montrant qu'on augmente le rendement financier par les transferts d'énergie et donc par la part d'autoconsommation. Ceci dit, maintenant je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé avec ma présentation et je suis ouvert à toutes les questions possibles. Merci, M. Rivas. Thank you, Mr. Rivas, for this other point of view coming again from the field. So now I will let Stéphane Genoux first of all present himself, and after that make a discussion after those three papers in which we have very complementary views, again from actors playing on the field, global structure working with the local authorities like TWEET, the second paper in which we have a view of an analysis of the behavior of the final participant of energy communities on Group IT, which is a proposal to make a global global initiative for helping energy communities. So, Stéphane, je te passe la parole. Thank you very much, Frédéric. C'est toujours un plaisir de voir beaucoup d'informations qui apparaissent. Je voulais dire d'abord merci à tous les présentateurs de nous donner un peu d'espoir dans ce monde un peu bien gris, en particulier sur l'usage de l'autoconsommation dans la production de photovoltaïque, et c'est vraiment important. J'avais une première question à Monsieur Dachouf. Dans vos travaux, vous avez imaginé comment utiliser le réseau électrique existant. Pour moi, la difficulté qu'on a, en tout cas en Suisse, c'est qu'on a beaucoup de peine à utiliser ce réseau et les coûts de mise en œuvre d'un réseau parallèle sont vraiment compliqués. Donc, comment vous allez imaginer utiliser ces réseaux? I will respond in English. We have the regulation we have in Wallonie obliged you to pass by the DSO, the gestionnaire de réseau, for asking for a new community. So you have to use the existing net, the grid, middle tension, and so we try to include them
in all the project we mean, in order to have the good vision and the good authorization and the good use. The goal of the community is also to reduce the new investments in the grid. So we have to take them with us sufficient in advance to avoid problem later, and to be sure that we go in the zone that are maybe more saturated. And so that's important for the macro study we try to do also in parallel. But for the DC project, so Miracle in Liège, now we have to build a new grid, of course, because it's DC, and we have to conduct several studies, because there is protection problem, electrical protection problem. We have other kind of investment to be done. But the goal, the objective of the team of the project is that if the project is positive, maybe the DSO will implement some kind of grid with DC current, and voilà. That's the two different kind of project, but I think it's important to take them first. Just an add question. You spoke of the middle tension, donc la moyenne tension. Oui. Mais ils ont accès à la basse tension aussi. Le réseau belge est ouvert pour la basse tension, pour l'autoconsommation? Oui. Donc, en fait, le décret tel qu'il est présenté actuellement prévoit de pouvoir organiser des échanges. So the grid, as it's written now, is available to make exchange between different households on very low tension, so it command to 20, and also for middle tension. So the only specific rules oblige you to share around the cabine haute tension, the post, the transformator, the middle tension transformator. So you cannot go to Elia to TSO grid with this kind of rules, but you have to stay with middle or low tension. Ok. Et puis une question, aujourd'hui, vos projets, vous avez fait toute une liste de projets là, c'est des projets qui sont portés financièrement, ils sont autoportés, ou bien vous avez des soutiens extérieurs pour les faire vivre? C'est quoi la maturité financière de ces projets? Donc, ces projets sont effectivement des projets subsidiés. Donc, ce sont des projets de recherche. Donc, il y avait une question dans le chat justement qui visait un peu à dire, ce dont vous parlez, il s'agit principalement de développement technologique plutôt que de mise en place de communautés. Mais c'est le but. Donc, c'est le chemin qu'on a pris parce qu'on sentait qu'il y avait un engouement des centres de recherche, des universités et des entreprises pour innover sur les produits. Et donc, on a pris cette voie-là dans un premier temps, en se disant, eh bien, ok, on va faire des projets de recherche subsidiés, donc c'est entre 30 et 70% ou 100% pour les universités, avec le pôle Mécatech, pour pouvoir permettre d'amener des solutions sur le marché. Après, évidemment, donc ces projets incluent tous un démonstrateur physique qu'il faudra faire, qu'il faudra mettre en place, développer dans le cadre du projet, avec des interactions fortes avec d'autres solutions qui n'ont peut-être pas dans le cadre du projet, et d'où l'importance d'avoir une synergie entre les projets. Et puis, dans un deuxième temps, on travaille aussi avec les cabinets des ministres concernés sur un appel pour un projet d'investissement, où là, on irait plutôt comme des projets de l'ordre de ce que Sophie a présenté, et où on pourrait essayer de faire de la validation à ce moment-là massive de mécanismes. Mais je pense que d'abord, avoir des bons business models, savoir vers où on va, ce qu'on va essayer de valider est important dans notre approche en tout cas. Il y a beaucoup de questions sur le coût du réseau, parce que c'est vrai, il y a des gens qui le disent, c'est un peu le cas dans tous les pays qui nous entourent, autour de la Suisse en particulier. On a un problème, c'est que ce réseau, en fait, on a de la peine à le partager. Et c'est un réseau collectif, il nous appartient en fait, à nous la population, parce que en fait, c'est des collectivités publiques qui gèrent ces réseaux en général. Pareil, ouais. Donc on comprend pas pourquoi on n'y a pas accès, et c'est vrai que c'est vraiment compliqué la construction de réseaux parallèles. Alors là, vous parlez des réseaux d'essai, on a eu un petit projet ici en Valais sur les réseaux d'essai. Évidemment, là, il faut construire le réseau, mais sur des réseaux existants, c'est vraiment compliqué. On n'a pas tellement, on a de la peine à expliquer pourquoi ce réseau pourrait pas être partagé. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que politiquement, on arriverait à faire passer une idée où finalement c'est un bien collectif qui pourrait être facturé à son coût marginal, c'est-à-dire à ce que ça coûte réellement quand je l'utilise? Oui, je pense que là, c'est une question assez sensible. Hein. Donc, on
on a des discussions avec les principaux gestionnaires de réseau qui ont une vision sur la question des communautés qui évolue. Hein. Donc, je pense qu'il y a une ouverture assez marquée de la part des gestionnaires. Maintenant, quand il s'agit de partager des informations ou le réseau, on voit qu'ils ne sont pas prêts. Et je pense qu'ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas les outils actuellement développés pour pouvoir recevoir une émergence significative des communautés dans les prochains mois ou prochaines années. Ils doivent aussi s'équiper. Ça, c'est une chose. Mais je pense que, en tout cas, de ce qui est inscrit dans les décisions qui ont été prises au niveau belge, hein, donc la déclaration de politique régionale, par exemple, eh bien, prévoit effectivement que les gestionnaires puissent s'ouvrir et puissent partager leur propriété, en tout cas leur zone de propriété, si c'est pas physique, en tout cas autre, avec ces communautés. Et je pense qu'ils vont le faire, ils le font avec leur point de vue, mais une ouverture, c'est clair. Il y a monsieur Box Energy qui propose une solution en disant qui c'est qui serait d'accord de faire des volontaires pour partager les informations sur le coût du réseau. Moi, je le fais volontiers pour la Suisse. Je ne sais pas si d'autres pays qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on a un vrai problème de compréhension aussi de combien coûte le réseau. Là. Et je pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait mener un jour ensemble en disant, voilà, avec les partenaires des réseaux, hein, c'est vrai qu'ils ont un peu de la peine à ouvrir leur réseau et à ouvrir leur information. C'est vrai qu'ils ont des marges très intéressantes. Je pense que le cadre légal est le même que chez nous. En fait, le réseau, il est tarifé avec un mécanisme du cost plus, fait que ça coûte assez cher. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à M. Dachouf? Je les ai pris au vol, hein, donc je pense que j'ai probablement récupéré quelques informations. Alors, je poserai, on reviendra peut-être vers vous dans un petit moment, mais j'ai des questions, some questions from Mrs. Nystrom et Mr. Helgoari. The question is, that's very interesting, the Serious game, and I like the term grid lost. If you look your presentation, you have show the grid lost. Yes, please. Can you explain me why you take this term grid lost? It's not a lost; it's the grid use. Right. But it turns out that for the microgrid, it is a financial loss because it's more economically efficient to use the electricity internally than to sell it to the grid. They make less money that way. So that's why we kind of packaged it, described it as a grid loss. Yes, if you speak with the grid management and you say, you are lost, it's not the good news. But okay, please, second question. You have a dynamic pricing. Imagine the dynamic pricing, but the time is used is hour. Why not shorter? Perhaps minutes or quarter, because in 1 hour it's make many things in the grid, in the microgrid. There are sound, there are cloud, there are different consumption. I think the issue is that the meters that they have installed in the units only calculated on an hourly basis. So if we are to price, we have to kind of do it by an hourly basis. I don't think they've installed meters with a higher resolution than that. Yes, yes, and understand. And other question: the signal for the price come to the user with internet, with Wi-Fi, with app in cell phone. What is the people to existing in the microgrid? How to have the information for the price? Yeah, so the communication platform that we showed, that one was planned to be developed for both tablets and phones, so that users would be able to have it in their phones and in their pockets and available at all times. We also had
a dialogue with a housing company to install screens or iPads, for example, in the elderly home or in the preschool. And we also had a dialogue about making some kind of a physical version that also would be more interactive and more teaching about what is a microgrid and what are the different parts and so on, so that the users would be more engaged and also get another kind of understanding than only just the signal or the feedback. And you imagine the connect directly to some special consumption, like clean washing or the machine, some machine for HVAC or something like this, and the signal of the price come directly in the system and automatically make on or off. That's not something we had, I think, but that would, I mean, that exists in some settings, but that I think needs a investment from the housing agency. They'd have to decide this is something we want and install it. But yeah, I mean, that would be great in theory. You can see in the internet, LoRaWAN is a bus, but a very low price bus for directly push the price in technical solution, and you can command directly the installation. I think perhaps the solution for you. I put some reference to the chat. Sounds good. Okay. Thanks. Any people have a question for Mrs. Nystrom and Mr. El Gohari? There's one question in the chat that asked us if we assessed users' responsiveness, and unfortunately we didn't, because we didn't get around to that. I mean, we just got to the proposal stage where we had these proposals and we would like to test them, but then it's up to the housing agency to agree and to run it. So that was kind of the next step, but we didn't get around to implementing these in reality and testing how responsive they were. Yes. Thank you. In the chat, Messi, there was some question. Maybe we can ask them to Sophie and Fouad. And I can produce the questions. One question was, could you explain why you choose the term microgrid rather than energy community? Right, I had answered that in the chat, but basically it's, we said microgrid because it's a more specific form of an energy community. We want to specifically outline that these buildings are connected, they produce their own energy, they share energy, and this is a set of criteria that may or may not be associated with energy communities. So a microgrid is an energy community, but it's not necessarily the only form. There was also, maybe you can give some explanation. There was a question about your people want to have more information about your serious game. So maybe you can say some words about this. Yes, so it is how I explained it. I mean, the different participants or the actors, both the municipal actors and the tenants would represent one actor in this. They would get these kind of energy profiles, and we had calculated before, like, this is your average consumption and your average production as it looks like today. This is what your solar panels produce and what you consume during those time slots during an average day. And they had to think about what are the different activities that we have that we use during the day. So that would be a self-reflective individual activity that they wrote down those activities. And then we would go through an ordinary day and go through one time slot saying, so from 6 to 10, for example, what are the different activities that you have written down, and how much do you produce and how much do you consume, and how will you match the consumption with the production? How does it look like today? Maybe the ordinary case is that a lot of them needed to, they couldn't match the production and consumption during those more lower hours or later in the day and early in the morning. So they had to import a lot from the synchronous grid. But during the day or during midday, they usually could
put those units, they had to export it or put it into the battery if they were the tenants. So then, but as they could also see that as we extended the grid, we included the public actors. They had the realization that, we can actually now change and share energy with each other. And what kind of feedback would I get, or how do I even feel about this? Do I feel ownership over the energy? So those types of questions. So the game in itself is not a game that you play to win. It doesn't have a sole winner. It was more of a dialogue tool that we used to get into those more incentives and thoughts and feelings of the users. Ok, je te repasse la parole, Stéphane, c'est juste pour attraper quelques questions qui étaient passées dans le chat. Mais oui. Je remercie à Michael sur l'explication des pertes sur le réseau. Évidemment, il y a des pertes efficaces, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en Europe, on est encore en train de produire de l'électricité non renouvelable, même à midi, et donc c'est un peu dommage d'imaginer qu'on puisse pas contribuer avec les coopératives d'autoconsommation à l'énergie collective. Et c'est vrai que le terme lost était un peu un sourire. Just one question. There are confusion between what I say and what I do, and there are the gap of this confusion. Have you a solution for measure it? Because when you make a serious game, the people say yes, if I have $10, I make that. But when the people have $10 in the pockets, it make not directly that. You say, have you a solution for resolve this difficulty? No, I don't think that there are necessarily an easy solution for this, unfortunately. Wouldn't we love that? But I think that, or I can say that what we did in this case is on an earlier level of that. We needed to first get into these people's activities and have them reflect about what they do. And then what they kind of say that they will do, or how they, if they actually live up to that, I think you would need to evaluate it at a later stage. Also have a more long-term relationship with the users, not just implement an interface saying that this is feedback and react to it, but more saying that how is this working for you? Why aren't there? Is it possible to change your activities, for example? There are a lot of barriers and possibilities there. Thanks. And the last question. And what about of the payment directly, like bitcoins or the system like this? Are you think in the microgrid you can have the payments directly without action? The payments without what, sorry? The payment of the electricity. You use blockchain like this for transaction, a financial transaction. That's not something we've considered, unfortunately, but I mean, we know that there are people who do that, and there's definitely been examples of that. We haven't looked at it here, and we think it might be beyond kind of not the capacity, but it might be too much work for people to get in. Then they need to get into like blockchain and this sort of stuff. But yeah, I mean, it's something that we could investigate, I guess. Thank you. Une question peut-être pour Frédéric. En fait, pour les gens qui nous connaissent pas, on est des collègues, donc je vais poser une question à un collègue, je vais le taquiner un petit peu, ce sera avec plaisir. Fred, vous avez utilisé dans le modèle que tu as présenté deux axes. Le premier, c'est kilowattheure crête, donc le prix du kilowattheure crête. Et le deuxième, c'est le coût de l'installation. Et puis, donc ton modèle, c'est de tenter de faire un modèle qui explique l'alignement des offres qu'on a reçues sur cette courbe-là. Le choix des deux axes, est-ce que tu as des arguments pour dire, en fait, finalement, il n'y a pas un troisième qui pourrait venir se rajouter? Donc, si jamais tu as quelques informations. Eh bien, en fait, je l'ai expliqué plus ou moins dans la présentation, hein. On a des objectifs qui sont déjà contradictoires. Donc,
plus on veut faire une installation économique, plus on doit créer, je dirais, enfin diminuer les kilowatts crête. Et en fait, l'installation la plus économique dans ce cas-là, ça nous donnerait un kilowatt crête de 0. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est aussi produire le plus. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ces deux éléments, l'investissement par kilowatt crête, qui doit être quand même le plus efficace, et d'un autre côté, l'installation, le prix total de l'installation qui doit être le plus petit possible. Ok. Ouais. Une autre question sur les franchises. Tu as parlé que l'idée, c'était de pouvoir partager le know-how accumulé par le laboratoire sur ces appels d'offres. Est-ce que tu penses que le modèle qu'on a testé sur la Suisse romande, avec 3000 clients, serait réplicable dans d'autres régions? Alors oui, à simplement quelques conditions, hein. En Suisse romande, ou en tout cas en Suisse, on a déjà un point qui est important, c'est qu'on a un registre solaire, ou en tout cas un cadastre solaire. Le fait de pouvoir déjà disposer de ce cadastre solaire dans d'autres pays, c'est un point qui est extrêmement important, parce que dans ce cas-là, on arrive à évaluer beaucoup plus vite et même à distance, en fait, l'efficacité de l'installation. Si on n'a pas ce registre, ce cadastre solaire, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je dirais que c'est un prérequis. Ok. Et puis, le reproche qu'on fait souvent à ces appels d'offres groupés, enfin, en tout cas, qui pourrait être émis, c'est le fait de vouloir à tout prix avoir des prix très bas. Comment vous gérez cette difficulté d'avoir des gens qui feront peut-être des prix en dessous du marché pour être sûr qu'à quelque part, on n'est pas aussi en train de tuer les installateurs qui finalement doivent contribuer à la mise en place de ce genre de prestations? Alors, la première des choses, c'est que ce qu'on a exigé de la part des installateurs dans leur réponse, c'est premièrement qu'ils fassent partie d'une association qui garantissait en fait la qualité de l'installation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a aussi utilisé cette mesure de ce front de Pareto pour exclure du marché des entreprises qui étaient beaucoup trop agressives. On avait l'exemple d'une entreprise qui avait utilisé sa force en fait commerciale pour gagner le plus d'offres à prix en dessous du prix coûtant, et celle-ci avait été éliminée. Et troisième élément qui est pas des moindres, chaque fois que l'on présente, je dirais, le gagnant aux clients, on ne présente pas le gagnant, mais les gagnants. C'est-à-dire qu'on a les deux entreprises les plus efficaces qui sont présentées. Et ce qu'on a remarqué aussi, qui est très important, c'est que la majorité des clients choisissaient une entreprise locale et non pas une grosse entreprise. Donc on a cet effet de choisir du local qui est extrêmement important également. Une autre question, Frédéric Reva. Si on fait le lien entre Groupit et l'autoconsommation, donc est-ce que tu peux imaginer d'avoir un village autonome en énergie avec de regrouper tous les gens qui y habitent pour faire un appel d'offres groupé, donc d'avoir des prix bon marché, conformes au marché en tout cas, d'avoir une qualité d'installation qui est en bon état, et puis après de partager entre eux cette énergie? Est-ce que vous avez dans la réflexion des projets de ce type-là pour essayer d'aller un pas plus loin, c'est-à-dire d'associer les deux? Oui, alors tout à fait. C'est ce qui a été aussi présenté dans les dernières slides, hein, ces fameux projets Interreg. Je dirais que ce qu'on constate aussi, c'est l'intérêt des gens, alors premièrement de devenir plus ou moins autonomes à titre individuel, et ensuite de collaborer au sein de leur village. Ce qu'on essaye de faire
en allant un cran plus loin aussi, c'est de rajouter le chauffage et l'introduction de la pompe à chaleur. Dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'on arrive à travailler avec une pompe à chaleur sur des deltas de temps qui sont différents des besoins électriques, et on arrive à stocker cette chaleur à des périodes qui sont, je dirais, des périodes qui ne sont pas de consommation de pointe, ou alors quand on a trop d'énergie, et dans ce cas-là, ça devient intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à Frédéric ou à n'importe quel autre Moi, intervenant? je vois, j'aimerais réagir, et ça rentre aussi dans le point des communautés d'autoconsommation. Je vois qu'il y avait pas mal de points qui étaient sur la question de la propriété du réseau. Et j'aimerais juste rajouter un petit grain de sel, c'est que c'est pas pour faire de la pub pour les gros comme EDF, etc. Mais on se rend compte quand même que une chose qui est souvent oubliée, c'est que ça coûte quand même d'entretenir un réseau, même si c'est un microgrid. Et on a tendance à oublier ce genre de coût. Donc nous, en Suisse, et je pense que c'est aussi le cas partout en Europe, on a toujours une taxe d'utilisation du réseau. Peut-être qu'elle est exagérée dans certains endroits, mais il faut bien se rendre compte aussi qu'elle sert à cet entretien, et elle doit pas être oubliée. Et dans nos modèles, eh bien, il faut aussi qu'on tienne compte de ces coûts de maintenance, même à petite échelle. Probablement que ce sera moins cher parce que ce sera plus simple. Il y a une question qui a été posée Oui. par Michael, si tu peux peut-être la prendre et y Alors, répondre. certaines entreprises favorisent plus les petites installations que les grosses dans le modèle de prix. Est-ce que ça dépend directement de la taille de l'entreprise ou d'autres facteurs? Je ne dirais pas que ça dépend de la taille de l'entreprise. Ça dépendra beaucoup plus de la sensibilité de l'entreprise à certains coûts ou à certains prix. C'est simplement la spécialisation. C'est le constat que des entreprises vont être meilleures, par exemple sur les onduleurs ou sur une complexité plus grande parce que c'est une plus grande installation, et elles se sont spécialisées là-dedans, mais ça ne dépendra pas de leur taille à elles. C'est plus un choix qui a été fait de dire, nous, on est bon dans une maison, donc on va travailler dans une maison où on va se spécialiser là-dedans. Encore une question, Fred. Comment on perçoit le Groupit pour les entreprises d'installation de PV? Ils voient ça d'un bon, d'un mauvais œil par rapport, parce que sans eux, c'est vrai qu'on peut pas faire grand-chose. Alors, il faut absolument soigner aussi les relations avec les entreprises d'installation. On a constaté en fait différentes réactions, et ces réactions, elles ont aussi évolué dans le temps. Les petits installateurs, alors là, on parle de petite taille d'entreprise, hein, contrairement à ce que je répondais tout à l'heure. Les petits installateurs ont tout de suite été favorables à ce genre de démarche dans un premier temps. On avait des entreprises qui étaient plus historiques, qui étaient des entreprises de distribution d'énergie qui se mettaient aussi dans le solaire, qui, elles, ont posé beaucoup de résistance parce que elles voyaient cette initiative comme étant une intrusion sur leur domaine, je dirais domaine historique ou leur domaine d'influence. On a eu aussi certaines entreprises qui, à l'époque, étaient beaucoup plus chères et plutôt spécialisées dans la qualité, qui ont très mal vu cette initiative parce que, en gros, elles disaient qu'on allait tirer les prix vers le bas. Et tout cela, il a fallu du temps, il a fallu de l'éducation pour que ça se stabilise, je dirais, sur un consensus maintenant qui est plutôt positif à cette initiative, parce que les entreprises sont quand même contentes d'avoir, je dirais, à terme, sur une plus grande visibilité, de pouvoir planifier leurs installations.
Et puis, d'autre part, les entreprises qui faisaient de la qualité se sont rendues compte qu'elles pouvaient quand même rentrer sur ce marché et par la suite, eh bien, upgrader leurs offres pour en faire des offres avec plus de qualité ou avec plus de possibilités. Et finalement, il reste les entreprises qui étaient plus territoriales, eh bien, qui ont aussi réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc, à ce niveau-là, je dirais qu'on a plutôt des résultats qui sont positifs. Ok, merci. J'ai une question à Monsieur Dachouf. En Belgique, quelle est la part d'énergie qui transite ou qui est consommée, qui passe par des coopératives d'autoconsommation? Pour l'instant, donc, comme on le disait, donc pour l'instant, les mécanismes d'autoconsommation ne sont pas encore réellement monitorés. Hein. Donc on parle beaucoup, surtout cette semaine et la semaine précédente, de l'aspect prosumer, donc le nouveau mécanisme qui permettront vraiment de compter et de pouvoir du coup aussi peut-être répercuter la taxe dont parlait ici Frédéric juste avant des gestionnaires de réseau sur non plus sur le bilan annuel final, hein, donc, mais plutôt vraiment sur ce qui est réellement capté du réseau. Et donc, je pense la littérature nous oriente vers un taux d'autoconsommation standard traditionnel de l'ordre de 20 à 30% pour certains types de ménages. Bon, je pense que c'est plus ou moins le même. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour l'instant, on n'a pas encore de monitoring clair, en tout cas, de ce genre d'autoconsommation. Je me suis mal exprimé, c'était intéressant la réponse, mais c'était pas la question que je voulais poser. En fait, c'était sur 100% de la consommation de votre pays, de la Belgique, combien vous pensez d'énergie qui est autoproduite par des gens qui consomment l'énergie qu'ils produisent? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Mais vous pensez que c'est une part prépondérante ou c'est plutôt vraiment marginal? Ça dépend de quoi on parle. Je pense que de plus en plus, en tout cas, les chiffres sont à la hausse. Hein, donc, que ce soit faut distinguer les secteurs, c'est pas la même chose. Je pense que pour l'industrie, c'est tout à fait différent du résidentiel ou du tertiaire. Je pense que pour l'instant, c'est toujours inférieur à la moyenne. Mais qu'on va vers une tendance qui augmente et peut-être qu'à un moment, eh bien, si le décret, si les textes légaux et si les mécanismes en place sont suffisamment incitants, on pourrait avoir eh bien, la totalité des bâtiments ou en tout cas des personnes et des utilisateurs du réseau qui seraient en autoconsommation. Alors, dans quelle proportion? Bah, évidemment, l'entreprise qui tourne de traitement thermique, qui tourne en 3 pauses, a une consommation énorme, mais sa toiture ne suffira pas à compenser ça. Par contre, des bâtiments qui par exemple, on travaille un petit peu là-dessus aussi, qui abritent tout ce qui est logistique, hein, donc des zones de stockage, en tout cas quand c'est pas trop, tant que c'est pas trop consommateur, eh bien pourraient offrir de super superficies de production et dont toutes les entreprises aux alentours pourraient profiter avec une autoconsommation alors de la production qui serait réalisée chez leurs voisins. Et donc voilà, moi, je n'ai pas de chiffres à vous donner comme ça, en tout cas pas là maintenant. On peut en parler après si vous le souhaitez, mais je crois que ça va en tout cas être en s'améliorant et tout dépendra effectivement alors à ce moment-là du caractère incitatif qu'aura la mesure autoconsommation, que ce soit renouvelable, ou citoyenne ou autoproduction, ou liée à la directive REDI ou l'autre directive Energy Market Design. On revient sur la difficulté d'avoir un réseau qui serait accessible, parce que l'image que vous donnez d'un bâtiment stockage avec un grand toit, pour redistribuer cette énergie, il faudrait vraiment qu'on puisse imaginer d'avoir le réseau existant pour pas avoir besoin de tirer un réseau parallèle. C'est le but, hein, c'est vraiment le but. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on prône. Et donc, sauf si effectivement on remarque que le courant continu peut amener des économies qui permettraient du coup d'amortir le capex d'investissement du réseau. On verra bien les résultats. C'était ma question qui allait venir, c'est sur le réseau au courant continu. Nous, on a eu des expériences difficiles d'un point de vue financier d'abord, parce que ça coûte cher de construire un réseau en courant continu. Puis aussi en termes de sécurité, parce que c'est très compliqué de le couper, le réseau, de l'arrêter en fait. Est-ce que vous avez quelques mots là-dessus? Parce que ça m'intéresse beaucoup de voir quelles pistes vous avez imaginées.
Donc c'est un projet qui a été labellisé par le gouvernement ici il y a quelques mois. Donc il a démarré au mois d'août. On a fait les premières réunions. On a des pistes. Hein, donc on a des acteurs, des électriciens, installateurs qui sont dans le projet de recherche. On a des universités et des centres de recherche wallons qui vont alors étudier la possibilité de pouvoir travailler sur du matériel de découpage, notamment existant, pour l'adapter au continu. Donc et puis on a aussi Volta, donc qui est la fédération d'installateurs, qui va nous aider pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait le faire, parce que bon, on parle du hard, mais il y a aussi l'autorisation, puisque le règlement électrique actuel ne parle pas ou pas suffisamment du courant continu que pour qu'on puisse savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc, je pense que l'aspect légal est tout à fait important et ça fait partie des barrières. J'entends que vous avez aussi des projets dont en courant continu, ce serait intéressant qu'on échange effectivement sur ce genre d'aspect. Et voilà, mais effectivement, donc il y a dans le projet de recherche un paramètre sur l'étude des organes de section et de découplage du réseau. Je vais vous mettre en contact avec le professeur qui s'occupait de cette partie-là. Et moi, j'ai été en charge d'évaluer l'économie. Et c'est vrai que vous avez dit 20%, ça me paraît beaucoup, mais parce que voilà, en théorie c'est possible, mais dans la réalité, quand vous avez en fait des consommateurs qui sont là, ça me paraissait beaucoup. Mais voilà, on va pas polémiquer sur le pourcentage. Oui, ici on est sur un réseau donc qui met en lien 7 entreprises, donc ils sont assez proches. Et dans lesquels eh bien, il y a une grande consommation d'équipes de machines qui tournent, enfin, qui pourraient tourner, être équipées en courant continu. Donc voilà, ça dépend effectivement du profil des consommateurs. On a également, bon, ces calculs-là sont basés aussi sur la conception d'un nouveau convertisseur, DC-DC, qui permettrait d'économiser en tout cas voilà, les 5% de l'onduleur, plus les 5-10% du transfo dans un sens et dans l'autre. Et donc voilà, ce sont des calculs théoriques effectivement, et je me réjouis de pouvoir les confronter avec les mesures du démonstrateur d'ici quelques années. On se réjouit d'avoir en tout cas de vos nouvelles, pour voir comment c'est passé. Je me réjouis de voir aussi une coupure du courant électrique en pleine charge. Je sais pas comment ils vont faire, parce que j'ai vu les arcs tirés moi, sur les éléments qu'on avait testés nous. C'était vraiment impressionnant et d'arriver à couper cet arc, il fallait faire quelque chose. Et quand les charges sont très importantes, moi je suis électricien à l'origine, je me sentais pas très à l'aise avec cette manière de couper du courant électrique. Voilà, mais on a été sur la Lune, on devrait arriver à trouver une solution a priori. Oui, bon, on pourrait en plus se renforcer. Donc c'est ça qui est intéressant, je pense, dans les échanges qu'on peut avoir ici, hein, c'est que on peut essayer de faire profiter un peu nos recherches vers d'autres équipes. Hein. Oui, tout à fait, c'est clair. Je vous laisse peut-être la lire parce que comme ça permettra de. Si je clique dessus, est-ce qu'elle apparaît sur l'écran j'aime beaucoup le. Oui, donc alors Michael, donc tu es belge aussi, si tu viens du CETIC à ma vie, wallon peut-être même. Donc le réseau d'essai, c'est le projet Miracle, MIRACCLE. Tu trouveras des infos sur le site clustertweet.be et sur Rewallonia aussi, je pense. Et donc voilà, donc c'est l'entreprise Klinkenberg, l'électricien Klinkenberg qui est derrière. Et ils sont assez ouverts à partager des informations. Donc si tu veux d'autres infos, n'hésite pas à me contacter. Je pense que tu as mon mail dans la fin de mon slide. On pourra se mettre en contact pour en discuter. Alors c'est une première, mais une autre aussi question qui a été posée sur le nerf de la guerre avec le réseau, avec le financement. C'est peut-être tu peux prendre la main. C'est trouver un modèle économique viable, voilà. C'est ça. Voilà. Trouver un modèle économique viable, cela nécessite une collaboration des acteurs réseau pour l'autoconso collective. Je souhaite que travaux suite aux directives CR aboutissent à la mesure technologique. Nous sommes sceptiques en France, mais j'ai entendu. Il va falloir être innovant et défendre la place des communautés d'énergie citoyennes en France face au lobby traditionnel. Mais c'est clair. Donc là, on est très proche d'autres associations, hein, dont la PER, qui est l'association pour la promotion des énergies renouvelables, qui eux défendent davantage le côté citoyen. C'est un petit peu dans leur ADN.
Et donc, on est conscient qu'il y a peut-être aussi une couverture qui risque de se tirer d'un côté ou de l'autre. Voilà, je pense qu'il faut que tout le monde puisse y gagner. Donc, d'où l'importance d'avoir des business models et de monitorer suffisamment tôt les business models pour que le texte adopté en première lecture, ouais, il y aura 3 lectures consécutives au gouvernement, mais il faut que la première soit déjà, qu'il n'y ait pas de direction qui soit tout à fait antinomique avec la réalité du terrain dès le départ. Et donc ça, on essaie de suivre, et d'où cette idée cette mise en place de comités de suivi, de pilotage avec un peu tous les acteurs. Et donc, c'est clair que la collaboration avec les GRD, donc les gestionnaires de réseau, est importante. Mais là, je pense qu'on est bien entouré. Ils sont dans notre conseil d'administration maintenant, et on commence à vraiment avoir des échanges intéressants avec eux. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait, donc on défend un petit peu aussi les entreprises qui développent des produits. Il faut qu'il y ait un peu de grain, comme on dit, donc sur la facture et l'économie. Et donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie qui va être réalisée ne doit pas profiter 100% aux gestionnaires de communauté, 100% aux membres. Il faut que ce soit équitablement réparti entre tous les acteurs. Et donc voilà, on pressent déjà qu'il y a des tensions qui vont se créer, ou en tout cas, voilà, des avis divergents. C'est pour ça que, voilà, idéalement, dans un monde idéal, on souhaiterait que tout le monde soit autour d'une table ronde et puisse, à ce moment-là, selon des objectifs clairs et objectifs, des critères clairs et objectifs, et bien pouvoir apprécier les différents business models et leur évolution. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on y travaille. Donc, on continuera à publier aussi, donc sur notre site web, vous pourrez un petit peu suivre. Et ceux qui souhaitent être abonnés à la newsletter aussi, on fait des news assez récurrentes sur le sujet. Donc, on pourra, notre but, c'est de communiquer aussi sur ces choses qui avancent et qui évoluent chez nous. On va vous suivre avec plaisir. Effectivement, quand j'ai dit qu'on a été sur la Lune, c'est beaucoup trop d'énergie pour y aller. Hein. J'ai bien aimé le commentaire. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est quelle serait la raison d'y retourner? Et est-ce que ce serait pas finalement d'aller chercher de l'hélium 3 qui permettrait de faire plus facilement de la fusion? Voilà, c'est une question qu'on n'ouvrira pas parce que ce sera un long débat sur l'intérêt d'aller chercher de l'hélium 3 sur notre satellite naturel. D'autres questions? Peut-être. Frédéric Wurst, peut-être que je ne sais pas comment tu vois la chose, la suite, mais il me semble qu'on a fait le tour de la question. Ça sert à rien de garder les gens peut-être trop longtemps. Moi, je sais pas. Moi, je pense que là, je voulais te remercier pour cette animation qui a permis effectivement de faire le tour, je pense, des questions que tu pouvais te poser de toi et d'avoir repris les questions de l'audience. Je pense que le tour a été fait. Donc, merci à toi pour ça. Merci aux présentateurs pour avoir permis de produire cette séance qui, je crois, a beaucoup de valeur de par la présentation et les interactions qu'elle a provoquées, que ce soit par les questions ou par le chat. Donc, moi, je propose qu'on close la session. Et je vous rappellerai juste que donc il reste une dernière séance de ce webinaire prévue la semaine prochaine, à laquelle je vous invite à participer. Et puis par ailleurs, nous sommes en train de travailler pour définir les modalités avec lesquelles les papiers que certains auteurs voudront faire pourront être publiés. So thank you to everybody. Thank you to the presenters. Thank you to Stefan for the nice discussion and animation. One information is that we have prepared the slide. We have the next session that will take place next week. Dedicated to consumers' role in the design and management of energy system from the individual to the collective. So thank you everybody, and see you next week. Okay. See you next week. Ciao. Bye bye. Bye.